Bonjour, aujourd'hui je reçois le docteur Stéphane Gaillet, médecin praticien hospitalier, qui se dit donc sans activité privée. Docteur, je vais vous laisser vous présenter vous-même, car personne d'autre ne le fera mieux que vous-même. Merci beaucoup Stéphanie, merci pour cette invitation. Je suis honoré, c'est l'occasion d'exposer ma situation et puis de développer mon parcours parce que on me connaît sans tout à fait me connaître. C'est souvent le cas pour les gens qui sont en vue, mais pour lesquels il y a beaucoup d'avis qui sont un peu défavorables émis par des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis le docteur Stéphane Gaillet. Je suis essentiellement un médecin hospitalier. Je suis praticien hospitalier honoraire des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et puis, surtout, j'ai fait beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignements. J'ai commencé ma carrière et mes études au CHU de Nancy, à la faculté de médecine de Nancy. J'ai eu un parcours universitaire tout à fait linéaire. J'étais lauréat de la faculté, donc j'ai passé ma thèse. J'ai eu 2 prix de thèse. Et puis ensuite, j'ai passé le concours de l'internat. À l'époque, c'était autre chose, hein. C'était le concours de l'internat classique des hôpitaux universitaires. Et j'ai été reçu de deuxième au concours. Je suis quand même assez fier de le dire parce que c'est un concours difficile. Donc, je suis vice-major de l'internat. J'ai eu un internat donc au CHU de Nancy et essentiellement en médecine clinique. Donc, je tiens à préciser cela parce que je ne suis absolument pas un médecin biologiste, hein. Je suis un médecin clinicien. Je suis très attaché à la médecine clinique, c'est-à-dire la médecine hippocratique, celle qui écoute les gens, qui les interroge, qui essaie de reconstituer ce qu'on appelle l'anamnèse, l'histoire de la maladie. Ça, bien entendu, c'est surtout vrai pour les maladies de longue durée, enfin de longue durée, les maladies chroniques qui évoluent depuis longtemps. Et je suis très attaché au recueil des symptômes, c'est-à-dire ce dont se plaint une personne, mais qui ne peut pas être constaté objectivement, qui ne peut pas être objectivé, qui ne peut pas être enregistré. Donc, ce sont des doléances qui sont narratives, qui ne peuvent pas être confirmées par des examens complémentaires. Ce sont les symptômes. Et puis, il y a les signes, ce qu'on appelle les signes en médecine, qu'on distingue en signes fonctionnels. Ce sont des signes qui n'apparaissent que lorsque le corps est en mouvement, comme une boiterie, et puis des signes physiques, comme un œdème, un gonflement de l'abdomen, des yeux rouges ou jaunes, des paralysies. C'est ce que l'on peut constater sur le divan d'examen, sur la table d'examen, et qui ne nécessite pas une mise en mouvement du corps pour être vu la différence des signes fonctionnels. Donc cette médecine hippocratique, je l'ai pratiquée pendant mon internat. L'internat dure 4 ans, mais j'ai obtenu la médaille d'or pour faire une 5e année d'internat. Et ça a toujours été ma passion, ça. C'est-à-dire le contact avec les gens, les mettre en confiance déjà, et puis les interroger très longuement. Alors, beaucoup de patients ont tendance à être un peu dérangés par le fait que des médecins successifs leur redemandent de décrire la même histoire. Mais je regrette, c'est nécessaire. Bien sûr, quand on examine un patient, quand on exerce la médecine hospitalière, on a toujours un courrier d'introduction, un courrier de liaison, parfois des comptes rendus d'hospitalisation. Mais on a besoin d'interroger nous-mêmes la personne, même si elle a déjà narré cela plusieurs fois, parce qu'on a besoin de l'entendre et puis on a besoin de poser des questions lors de sa narration, lors de sa description. C'est très, très important. Et il faut que les gens le comprennent, même si c'est un peu fatigant parfois de raconter plusieurs fois la même chose. Je vous avoue que moi-même, bon, depuis 2 ans, j'ai eu beaucoup d'ennuis. Mm. J'ai été interviewé
de nombreuses fois et moi, ça ne me gêne absolument pas de décrire toujours le détail de ce qui m'est arrivé de A jusqu'à Z, parce que je trouve que c'est nécessaire. Mhm. Donc je tenais, oui, je Non, mais tenais à dire cela c'est pour important, bien les sûr. patients. Je tenais à dire cela pour les patients qui ont tendance à dire: «Mais vous m'interrogez, tout est dans mon dossier». Donc moi, je tiens à les interroger moi-même. Donc cette médecine clinique hippocratique, je l'ai pratiquée pendant donc 5 ans au CHU de Nancy. J'ai fait de la médecine interne. Alors la médecine interne, c'est en quelque sorte une, médecine, omnipraticienne ou plutôt, multi-organes, multiviscères. C'est une médecine qui est holistique en fait, C'est ça. mais de type hospitalier, hein. C'est une sorte de médecine générale, mais qu'on pratique en milieu hospitalier. Et j'ai fait donc de la neurologie, j'ai fait de la gastroentérologie, j'ai fait de la pneumologie, j'ai fait de la réanimation, et puis des maladies infectieuses. Et ça a été ma discipline préférée, les maladies infectieuses. Mais l'ennui des maladies infectieuses, de l'infectiologie, est qu'il s'agit d'une discipline qui est purement hospitalière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquement s'installer comme infectiologue dans un cabinet de ville. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont essayé ont essuyé des échecs. Les maladies infectieuses, c'est une discipline vraiment hospitalière ou alors qu'on peut exercer en clinique. Et ensuite, on m'a proposé un poste d'assistant chef de clinique en maladies infectieuses et tropicales au CHU de Nancy, que j'ai accepté avec plaisir, puisque finalement, c'est ce qui me plaisait. J'ai donc été assistant chef de clinique. Quand on dit chef de clinique, beaucoup de gens se méprennent parce que on n'est pas chef d'une clinique, mais quand on dit chef de clinique, ça fait allusion à ce qu'on appelle les cliniques d'enseignement. C'est justement l'apprentissage de la clinique, c'est-à-dire des signes que l'on recueille au chevet du patient, l'apprentissage pour dessiner aux étudiants en médecine. Donc c'est en fait chef des cliniques d'enseignement, hein, et pas chef d'un bâtiment ou d'une unité de soins. Donc D'accord. j'étais assistant. Oui, pardon. Non, non, j'écoute. Oui, vous étiez Ah assistant, bah, vas-y, continuez. donc j'étais assistant chef de clinique et puis, ensuite j'ai fait un petit séjour en santé publique. On m'a proposé de faire un séjour en santé publique, mais tout simplement parce que mes relations étaient devenues tendues avec mes supérieurs au CHU de Nancy, dans le service de maladies infectieuses et tropicales. Bon, je ne vais pas employer textuellement les termes que l'on m'a assénés, mais en fait, bon, on m'a fait comprendre que si je voulais faire vraiment une carrière universitaire à plein temps, il fallait accepter des comportements que je réprouvais. Voilà. Et, je ne vous dirai pas les termes, mais on m'a fait clairement comprendre cela. Il fallait accepter Et, des compromis ou des choses qui allaient bah, vraiment à l'encontre bon, de votre éthique. Bon, je vais vous dire, alors les termes qu'on employait, on m'a dit, écoute Stéphane, c'est bien clair, si tu veux faire carrière, tu dois ramper, ramper. Et si tu ne rampes pas, tu ne pourras pas faire carrière universitaire, tu ne pourras pas avoir un poste de professeur. Or, ramper, pour moi, c'est contre nature, parce que j'ai toujours eu un esprit libre, indépendant, hein, depuis mon plus jeune âge. Je ne croyais que ce qui me paraissait convaincant et je heurtais parfois les adultes et je n'ai jamais supporté un management toxique, un management rigide. J'ai toujours entretenu des bonnes relations avec mes chefs, sauf lorsqu'ils ont abusé, lorsqu'ils me demandaient de faire des choses et qui n'étaient pas convenables. Et quand on me demande de ramper, ça veut dire qu'on doit être corvéable et qu'on doit tout accepter. Et pour moi, il n'en était pas question. Donc, je suis parti quelque temps en santé publique. J'ai fait de l'épidémiologie, des maladies infectieuses. Et ensuite, on m'a proposé, je tiens à dire qu'on m'a toujours proposé des postes parce que moi, j'ai jamais été candidat à rien. Mm. Mon plaisir, c'est la médecine et puis c'est apprendre, c'est étudier. On m'a proposé ensuite un poste à Strasbourg de praticien hospitalier universitaire. C'est juste en dessous de professeur, en fait, voilà. Et donc, j'ai fait beaucoup d'enseignement à Strasbourg. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai même créé un diplôme d'université.
et j'ai créé beaucoup de stages de formation continue. J'ai créé un congrès également, un congrès annuel qui s'appelle Rencontre des métiers de la santé à Strasbourg. Donc, puis j'ai complété ma formation avec beaucoup de diplômes, notamment hygiène hospitalière, Mhm. microbiologie, enfin virologie, bactériologie et pédagogie médicale, etc. Et puis le dernier diplôme universitaire que j'ai obtenu, c'est le diplôme d'éthique médicale. Alors je permets d'insister là-dessus, d'une part parce que bon, nous sommes vendredi 13 et hier, il se trouve que j'ai reçu un recommandé et la faculté m'a envoyé mon diplôme d'éthique médicale et que j'ai passé en 2018, hein, donc c'était avant la Covid. Mais c'est amusant parce que on m'a reproché un manque d'éthique, voilà. Et les gens qui m'approchaient ça ne savaient pas que j'avais voulu faire ce diplôme d'éthique et que je l'avais obtenu avant le début de la Covid. Très bien. Donc voilà pour Mhm. mon parcours. Donc j'ai C'est été riche, praticien. c'est très riche. Pardon? Enfin, c'est un parcours très riche. Ben, c'est un parcours qui me correspond parce Mhm. que j'ai toujours une soif d'apprendre, une soif d'étudier et je ne compte pas mes heures. Et puis, je n'ai jamais eu la moindre cupidité. Moi, c'est quelque chose qui m'est étranger. Comme je le disais, je n'ai jamais eu d'activité privée, j'ai jamais perçu d'honoraires, je n'ai pas perçu d'argent des laboratoires, je n'ai aucun conflit ni même aucun lien d'intérêt. Donc, ce n'est pas du tout l'argent qui me motive moi, dans la vie. Moi, dans la vie, c'est la passion de soigner, la passion d'étudier, la passion d'apprendre et puis d'être utile quand je le peux. Et avec la Covid, j'ai Alors oui, été amené à exactement. soigner, oui, j'ai Vous êtes été amené soigné. avec la Covid à soigner des personnes lourdement atteintes de Covid long, Covid prolongé. Ce sont des personnes souvent jeunes qui ne guérissent pas de leur Covid aigu et qui développent ce qu'on appelle une forme longue ou prolongée ou chronique. C'est en fait une infection virale qui ne guérit pas. Parce que ce SARS-CoV-2, ce virus, en fait, c'est un virus chimérique. Il a été modifié au laboratoire pour le rendre plus pathogène pour l'homme, plus contagieux, c'est-à-dire plus transmissible, mais aussi plus pathogène pour l'homme. Et ça se traduit notamment par l'existence de formes longues. Et ce sont des formes qui peuvent être tout à fait horribles, hein. J'ai vu des personnes jeunes dans un état de souffrance chronique et de handicap chronique vraiment épouvantable. Et Donc, je me... qu'est-ce qui fait, Pardon? qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça dérive en Covid long plutôt que de rester en forme courte? Déjà, ce sont des gens qui n'ont pas bénéficié du traitement précoce, ce qu'on appelle le traitement ambulatoire précoce, TAP. Pourquoi ambulatoire? Parce que justement, ce sont les médecins omnipraticiens, les médecins généralistes, qui devraient l'administrer dès les 3 premiers jours, hein, 3, 4 premiers jours au plus tard. Et si on administre ce TAP, eh bien, les gens n'évoluent pas en Covid prolongé ou Covid longue. Pourquoi les personnes évoluent en Covid prolongé? Donc déjà parce qu'elles n'ont pas eu ce traitement, et puis sans doute en raison d'un terrain particulier, d'un terrain génétique qu'on ne sait pas encore bien appréhender. J'ai vu beaucoup de femmes, mais bien sûr il y a des hommes, mais une majorité de femmes, on ne sait pas très bien pourquoi. Ce sont également probablement des personnes qui avaient une infection chronique latente dû à un autre micro-organisme. Et c'est ce que dit Christian Perron, qui est un bon ami, et je pense qu'il a raison. Je pense que la Covid, chez certaines personnes, vient révéler, vient réveiller une infection chronique qui peut être liée à une Mhm. bactérie intracellulaire qui donne des infections chroniques ou une infection virale ou autre chose. Et puis, chacun réagit à sa façon aux infections. Il n'y D'accord. a pas deux personnes qui réagissent exactement de la même façon Sûr. aux infections. Bien sûr, ça Donc, peut j'ai être long. soigné ces gens. J'ai fait beaucoup de téléconsultations parce que des gens me consultaient de toute la France. Ah, je n'ai pas fait de publicité, c'est interdit, mais les gens étaient très satisfaits de moi et de bouche à oreille, finalement, on a été amené à me connaître et ça m'a été approché. Mais j'ai fait des téléconsultations sans les facturer, hein, je n'ai rien perçu, je ne me suis pas du tout enrichi.
je les ai faits dans le cadre de mon exercice public hospitalier. Donc vraiment, les reproches que l'on me fait ne sont absolument pas fondés. Et j'ai été ensuite conspué par la presse. Évidemment, les journalistes se gardent bien de dire que je n'ai perçu aucun honoraire et que j'ai effectué ça dans le cadre de mon activité publique. Ça, ils n'en parlent pas. Et Vous avez eu des ennuis avec votre ARS, votre agence alors, régionale? c'est pas l'Agence régionale de santé qui m'a attaqué. J'ai été dénoncé par des pharmaciens d'officine qui, voyant mes ordonnances, les trouvaient un peu longues. Ah oui, elles étaient longues parce que plus une maladie infectieuse évolue depuis longtemps, et plus le traitement est compliqué, et plus il doit être incisif et lourd. Et je peux justifier la composition de mes ordonnances, mais ça a été peine perdue parce que des pharmaciens m'ont dénoncé au conseil départemental de l'Ordre du Bas-Rhin, dont je dépends, puisque je suis à Strasbourg, en Alsace, et précisément dans le Bas-Rhin. J'ai été dénoncé par des pharmaciens, et puis ils se sont pas contentés d'envoyer mes prescriptions au conseil départemental de l'Ordre du Bas-Rhin et des médecins. Ils ont envoyé également une copie à mes deux confrères hospitaliers au CHU Strasbourg, Mhm. Yvan Sman et Nicolas Lefebvre. Et bon, manifestement, je dois les déranger parce qu'ils ont utilisé ces transferts d'ordonnances, ces copies d'ordonnances, d'ailleurs qui ne sont pas tout à fait légales. Est-ce qu'un pharmacien a le droit d'envoyer une copie d'une ordonnance comme ça à un médecin ou au conseil départemental? Bon, ça, on pourra en discuter. Enfin, ça, je n'ai pas cette compétence. Et donc, mes deux confrères m'ont signalé au conseil départemental, j'ai été convoqué, etc., par deux membres du conseil départemental qui m'ont dit ah, je vous préviens, nous n'y connaissons rien, mais on nous a signalé vos ordonnances. Alors ça commençait bien parce que deux membres qui me reçoivent, alors on m'avait annoncé que je serais reçu par le président, finalement. J'ai appris à la fin de l'interview que c'était le vice-président parce qu'il marmonnait derrière son masque et je ne le connaissais absolument pas, c'était l'époque du masque. Et donc, ils m'ont écouté, j'ai donné tous mes arguments, je leur ai envoyé des références justifiant mes prescriptions. J'ai envoyé non seulement des références d'articles, mais les textes intégrales de ces articles sur une clé USB. Et puis ensuite, bon, bah, ils m'ont donné aucune nouvelle. Et je sais que mes deux confrères, voyant que le temps passait et que je n'étais pas convoqué par l'instance juridictionnelle, ont insisté pour que je sois convoqué et se sont même permis d'envoyer au conseil départemental des pièces à charge contre moi. Alors, ils ont été jusqu'à solliciter un pharmacien biologiste du CHU de Nancy pour lui demander d'émettre un avis sur moi. Il a fait un courrier pamphlétaire sur moi, alors que j'ai absolument pas affaire, j'ai rien à voir avec ce monsieur. On se connaît, c'est tout. Hein. Je ne travaillais pas avec lui. Et il a envoyé un courrier pamphlétaire sur moi. Il a demandé des avis de confrères infectiologues qui n'étaient pas du tout experts sur la Covid prolongée. Je pense qu'ils n'en ont jamais soigné. Et je pensais qu'il y aurait au moins une enquête, qu'on ferait un rapport, mais en fait, ces trois faux experts, dont je ne vais pas donner les noms, ont envoyé un courrier laconique sous forme d'une ligne en disant que mes prescriptions étaient infondées et dangereuses. Voilà, infondées et dangereuses. Et donc, Et j'ai d'accord. été convoqué par la Vous infondée. prescriviez des molécules anciennes, c'est ça, pour Oui, traiter? oui, oui, des molécules anciennes, bien sûr. D'accord. Qui ont Des fait leurs molécules preuves. anciennes. Mhm. En fait, j'ai prescrit de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de l'ivermectine, de la vitamine D, du zinc, et puis parfois un corticoïde quand les formes étaient très inflammatoires, de la dexaméthasone, qui est en fait le corticoïde et de référence pour traiter les Covid aigus, très inflammatoires. Et on m'a surtout attaqué sur l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Et peu de gens savent que, en fait, alors qu'il existe une toxicité cardiaque très théorique hein, pour ces deux molécules, je dis théorique, c'est-à-dire que
c'est une toxicité cardiaque qui se manifeste sous la forme d'une modification du tracé électrique à l'électrocardiogramme, mais les gens ne ressentent rien. Et en fait, il n'y a jamais eu d'accident cardiaque avec l'hydroxychloroquine ni l'azithromycine à haute dose thérapeutique. Mais comme on décrit dans le dictionnaire Vidal une toxicité cardiaque théorique pour ces deux molécules, eh bien, beaucoup de médecins, y compris le rédacteur du Vidal, il faudra quand même que je le contacte à ce sujet, ont considéré que comme ces deux molécules avaient une toxicité cardiaque théorique, il était dangereux de les associer. Et alors que c'est le contraire. Heureusement, j'ai retrouvé des articles qui datent d'avant la Covid et qui montrent qu'en fait, quand on associe hydroxychloroquine et azithromycine, loin d'avoir un effet cumulatif des toxicités théoriques, on a en fait, ces deux molécules se protègent, enfin, protègent le cœur mutuellement. C'est-à-dire que l'association des deux est encore moins toxique que chacune des molécules prises séparément. Donc, on a un effet protecteur de l'association et que peu de gens savent d'ailleurs. Et même Olivier Véran, lorsqu'il a attaqué Martine Vonner en pleine Assemblée nationale, il ne savait absolument pas cela. Et beaucoup de gens, par méconnaissance, parce qu'ils n'ont pas creusé la question, pensent qu'il est très dangereux d'associer l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce qui est faux. Et donc, on m'a reproché uniquement sur cette association, on m'a reproché de faire des prescriptions dangereuses qui mettent en danger la vie des patients. C'est complètement faux, puisque mes patients ne se sont pas plaints, ils ont été bien soignés, j'ai eu beaucoup, largement plus de 70% de bons résultats. Ils étaient très satisfaits. Il n'y a eu aucun signalement de patient, mais on m'a condamné pour cela. Donc, voilà un peu mon parcours et j'étais jusqu'à la radiation. Alors qu'il n'y a eu aucun signalement de patient, il n'y a eu aucun effet indésirable médicamenteux, les gens étaient bien soignés, etc., uniquement sur des ordonnances qui ont été mal interprétées. Donc, j'ai eu affaire pour la première fois de ma vie à cette justice ordinale et voilà, la façon dont ça s'est passé, c'est aussi dramatique que risible. Enfin, bon, j'ai reconnu un médecin que j'avais connu au CHU de Nancy, je lui ai dit, il m'a dit qu'il ne se souvenait pas de moi. Je pense que ça peut être de nature à invalider l'audience, puisqu'il faisait partie des jurés, mais bon, l'important n'est pas là. Il s'est permis ensuite de me dire si j'étais pour le traitement du professeur Raoult. Mais on n'a pas à poser une telle question, on n'a pas à être pour ou contre un traitement. On a tout simplement à reconnaître ou pas la validité des travaux. Mais dire je suis pour, je suis contre, C'est de la c'est politique. avec la Oui, là, on est dans la oui, politique. oui, Oui. on est dans la politique, on est dans la politique. Avec la Covid, on a vu quelque chose quand même et qui est inouï, c'est-à-dire que tout le monde a donné son avis, même des gens qui n'ont aucune compétence médicale ou alors quand il s'agissait de médecins qui n'étaient pas du tout spécialisés en épidémiologie, en hygiène, en infectiologie, appuyer le confinement, défendre le port des masques, etc. Et puis alors, les injections. Alors, c'est le pire. Hein, on a vu des acteurs, des journalistes, des chanteurs, enfin, donner un avis sur les injections alors qu'ils n'en ont pas la compétence. Je trouve que c'est aussi risible que dramatique, cette Et, affaire. et donc Oui. bafouer le principe de précaution, ou en tout cas de prudence, d'autant plus quand on n'est pas du tout compétent. Enfin, C'est-à-dire que ces gens se sont complètement fourvoyés. Ils se sont permis d'affirmer des choses qui sont fausses. Ils n'ont pas la compétence, ils ne sont pas du domaine et ils auraient dû être prudents au lieu de relayer sans réfléchir le discours le discours du gouvernement. Parce que vous avez intitulé cet entretien, dont je vous remercie encore une fois, euh, le docteur Gaillet debout devant l'empire du mensonge, ben c'est tout à fait vrai, parce que depuis début 2020, nous assistons à un discours officiel des autorités, le ministère de la Santé, toutes les autorités de santé, la haute autorité de santé, le conseil scientifique Covid, et puis aussi le premier ministre de l'époque, un discours qui est un discours qui ne correspond pas du tout à la vérité.
pas du tout à la vérité. Donc on est dans la contre-vérité, mais qui a été assénée quotidiennement sur les grands médias, qui a été répétée ensuite par ce qu'on a appelé des médecins de plateau, hein. Ce sont des médecins, parfois des chirurgiens, parfois des réanimateurs, et qui ont appuyé ce discours gouvernemental, qui l'ont soutenu. Euh, alors, soit ce sont des gens qui n'ont pas la compétence et qui avaient décidé de reprendre ce discours du gouvernement, soit ils ont la compétence et ils n'étaient pas sincères. Enfin, de toute façon, tout ceci est, comme vous l'avez dit très justement dans le titre, tout ceci est du mensonge. Le premier mensonge, ça a été de dire qu'il n'y avait pas de traitement pour soigner les gens. Il y en avait, mais on les a réfutés, on a voulu les occulter, les discréditer. Ça a été le cas de l'hydroxychloroquine et donc l'affaire Didier Raoult, mais en fait, le pauvre Didier Raoult, il n'était pour rien du tout. On n'a pas fait la guerre à Didier Raoult, on a fait la guerre à l'hydroxychloroquine. Mais comme on ne peut pas faire la guerre à une molécule, eh bien on a fait la guerre à Didier Raoult, qui était finalement le porte-parole de l'hydroxychloroquine. Il était son promoteur, mais pas de façon publicitaire. Il était le promoteur clinicien, puisqu'il avait fait des études sur l'hydroxychloroquine. Des études Et donc, on est observationnelles, hein, c'est ça, c'est-à-dire des observations des de son études hôpital privé. observationnelles. Oui, parce que en pleine épidémie, on ne peut pas faire un essai, enfin, c'est très difficile de faire un essai clinique contrôlé, randomisé, en double aveugle, etc. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Une étude observationnelle peut parfois emporter la conviction sans nécessiter des effectifs aussi importants. Et la méthode de l'essai thérapeutique, très complète, mais qui est quand même assez rigide et longue à mettre en œuvre, il y avait urgence, il y avait beaucoup de gens malades et il fallait les soigner. Or, l'hydroxychloroquine, je le répète, n'est pas toxique. On a en quelque sorte exagéré et même, oui, je crois qu'on peut le dire, inventer sa toxicité parce que pour en avoir discuté avec tous les gens, tous les médecins qui en ont prescrit depuis des années, des décennies, n'ont jamais eu d'accident cardiaque. Il faut le dire, il faut le répéter. C'est un mensonge. On a créé de toutes pièces une toxicité de l'hydroxychloroquine pour l'éliminer de l'arsenal thérapeutique face à la Covid. Donc, on a éliminé l'hydroxychloroquine, ensuite on a fait également, on a cherché à discréditer au maximum l'ivermectine, l'azithromycine, donc un des antibiotiques les plus efficaces avec la clarithromycine, mais la clarithromycine n'est qu'un dérivé de l'azithromycine, il vaut mieux parler de l'azithromycine, la vitamine D, le zinc, et puis il y a eu le clofoctol également. Le clofoctol, c'est un ancien antibiotique pédiatrique qui est tombé en désuétude parce que il y a mieux, il n'était plus utilisé. Mais avec les nouvelles technologies, maintenant, on est capable d'étudier l'effet d'un très grand nombre d'anciennes molécules, comme vous dites justement, d'anciennes molécules, sur un nouvel agent infectieux. Et on a vu, notamment à l'Institut Pasteur de Lille, que le clofoctol était très, très efficace. Et donc, l'Institut Pasteur de Lille a demandé l'autorisation de faire un essai clinique avec le clofoctol dans la Covid et ça lui a été refusé. Donc, on voit très bien que tout a été fait pour qu'on ne puisse pas traiter les malades. Et c'est véritablement criminel ce qui s'est passé. Parce que, bon, il y a des gens qui en sont morts, hein, en raison du fait qu'ils n'ont pas reçu de traitement curatif efficace. Et puis, toutes ces personnes qui sont en Covid longue prolongée, j'ai insisté tout à l'heure, des personnes jeunes en état de souffrance, de handicap, c'était épouvantable, des cas. Bon, j'ai enregistré toutes mes vidéos de téléconsultation, elles sont sur un disque crypté, personne n'y a accès, mais je pourrais montrer, avec l'autorisation des patients, hein, bien sûr, ces fichiers d'enregistrement à la justice pour voir à quel point ces patients
ont été dans un état d'abandon, puisqu'ils sont venus vers moi. Ils avaient vu des tas de médecins avant qui refusaient de les soigner, puisque on a exercé une très forte pression sur les médecins pour qu'ils ne soignent pas ces personnes atteintes de Covid prolongé. Et pourquoi ce refus de soigner? Et tout simplement pour pouvoir introduire quelque temps après, fin 2020, début 2021, ces injections qu'on a présentées comme des vaccins, mais en fait, on sait aujourd'hui que ces produits ne protègent pas, mais qu'ils sont au contraire toxiques. Donc tout ça, c'est criminel. On a empêché les gens d'être soignés de façon à pouvoir valider une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour ces produits injectables qui, en fait, ont été préparés à la hâte. Christine Coton l'a bien montré. Leur préparation a été bâclée, n'a pas du tout respecté les règles de bonne pratique. Il y a des tas d'aspects qu'on n'a pas évalués. Enfin, c'est scandaleux, c'est abject pour des produits qui ont été ensuite diffusés et injectés à des dizaines de millions de personnes et beaucoup plus à l'échelle planétaire. Donc tout ceci est monstrueux. Oui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'empire du mensonge. Et quand vous dites je suis resté debout, ben effectivement, j'ai soigné des gens qui ont fait appel à moi et je maintiens ce que je dis parce que ce que je dis est la vérité. Je ne répète aucun lien d'intérêt. Je suis quelqu'un qui travaille, je me documente beaucoup. Pour moi, la médecine est une passion et j'affirme qu'on a menti, qu'on a fait tout pour que les gens ne puissent pas être soignés et que pour cela, on n'a pas hésité à dire des contre-vérités. Je ne vais pas m'étendre sur le confinement, sur les masques. Simplement, à propos des masques, c'est une hérésie d'imposer le masque à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Euh, Surtout pour une personne qui est seule. Enfin, le masque à l'extérieur peut éventuellement se justifier quand on est dans une file d'attente, très proches les uns des autres, et qu'il n'y a pas de vent du tout. Voilà, c'est tout. Mais aux terrasses de café, il y a toujours un petit peu de vent. En 2000, en 2020, puisque c'était 2020 surtout, c'est vraiment ce qui s'est passé à propos du masque en extérieur et même dans certains cas en intérieur, ça n'avait pas de sens. Voilà, donc oui, l'empire du mensonge. L'empire du mensonge, c'est pas fini, c'était très très violent. Et on a même vécu, les médecins et puis les patients, ce que j'appelle une tyrannie sanitaire. Hein, c'est-à-dire qu'on nous a tyrannisés. Bon, moi, j'ai dit de quelle façon j'ai été sanctionné, mais avant cela, j'ai été suspendu du CHU de Strasbourg pour ne pas avoir produit un certificat de vaccination. En réalité, j'avais produit comme la loi du 5 août 2021, qui est une loi inique, qui est une loi criminelle, enfin, c'est une loi abominable. Hein. Si on réfléchit un petit peu, on impose à des soignants de se faire injecter un produit expérimental. On impose à des soignants de se faire injecter un produit expérimental. Mais ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la médecine. Jamais. Donc c'est une loi qui est absolument abominable, qui est contraire aux principes les plus élémentaires des droits de l'homme. Et les gens qui ont refusé se sont retrouvés suspendus, sans pouvoir travailler, privés de droits sociaux. Ils ont été des parias de la société. C'est épouvantable. Et souvenez-vous des gens qui sont intervenus sur des plateaux de télévision. Alors, des médecins, des journalistes, des acteurs, des chanteurs, des gens du showbiz qui ont dit que les soignants, enfin, toutes les personnes qui refusaient ces injections étaient soit des crétins, soit des criminels, qu'il fallait les enfermer, les incarcérer. Enfin, c'est complètement fou ce qui a été dit par des personnes complètement irresponsables, inconscientes. Effectivement, tout ça nous fait penser à la phrase bien connue du ministre de la propagande nazi Joseph Goebbels. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité.
Ça ne C'est fonctionne ça, oui, oui, c'est ça, c'est le principe de la propagande. pas. Mm. Propagande, doxa, donc la doxa, c'est une idée qui est imposée sans qu'elle soit étayée par des arguments scientifiques, des arguments probants et qui est imposée et qu'on n'a pas le droit de discuter finalement. Et qu'on parle de propagande quand elle est répétée et relayée par tous les médias, ce qui a été le cas. Et cette propagande, il faut souligner qu'elle a été, qu'elle est particulièrement intelligente, bien préparée, probablement préparée de longue date, et qu'elle a remarquablement fonctionné, puisque tous les grands médias, les médias télévisuels, radiophoniques, la grande presse écrite, ont été très très largement subventionnés. Je crois qu'ils ont reçu au total 666 millions répartis Mm. sur tous ces médias. Donc, c'est quelque chose de faramineux. Et donc, cette Et, propagande a été tellement... Pardon? et vos collègues médecins de plateau ont contribué très largement à cette propagande. Ah, ils y ont contribué très, très largement. Bon, on en connaît certains qui ont d'énormes conflits d'intérêts. Mm. Ils ont perçu de l'argent des laboratoires. Il y a un site de transparence pour cela, parce que la loi a évolué concernant Quel les est-il? relations On peut le donner, entre... le nom du site, si les gens veulent vérifier par eux-mêmes, en fait. Oui, ben, en fait, je ne le connais pas par cœur. C'est un site que l'on trouve facilement avec les moteurs de recherche. Il suffit de saisir euh, sommes perçues par les médecins de la part des laboratoires ou médecins, médecins payés par les laboratoires. Et c'est un site qui est en fait un site public hein, qui a été souhaité, qui a été mis en place par le ministère chargé de la Santé. Il est bien référencé, on le retrouve très très facilement. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté à le trouver. Et la loi n'oblige pas les médecins à déclarer l'intégralité des sommes qu'ils perçoivent. La loi oblige les médecins à signaler chaque fois qu'ils ont fait une prestation pour un laboratoire, d'indiquer le laboratoire, la date, et donc de dire, voilà, j'ai fait telle prestation. Mais ils ne sont pas tenus, et oui, la loi n'a pas été jusqu'au bout, ils ne sont pas tenus d'indiquer exactement toutes les sommes perçues. C'est-à-dire que, on le voit, puisque j'ai fait cette recherche pour mes médecins accusateurs, et tous, c'est-à-dire les 5 médecins accusateurs, les 2 du CHU Strasbourg et les 3 qui ont été pris comme pseudo-experts, tous ont reçu d'énormes sommes des laboratoires et de temps en temps, pour certaines prestations, il est marqué somme non déclarée. Mm. Et j'en ai discuté avec Christian Perron parce qu'il a beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu pharmaceutique et il m'a dit, en fait, quand les sommes ne sont pas déclarées, ça veut dire qu'elles sont souvent 10 fois supérieures aux sommes déclarées. Et qu'elles sont Donc, on placées est dans des paradis fiscaux, je crois, non? Discrètement, peut-être. Et c'est donc ces sommes sont versées sur des comptes anonymes en fait, pour lesquels il n'y a aucune trace en France, qui sont pas accessibles, oui, des paradis fiscaux. Et généralement, les gens auxquels on a versé de l'argent se voient destinataires d'une carte de bancaire qui leur permet de payer des achats, mais sans aucune trace, si vous voulez. Hein. Donc, il n'y a pas de, il y a aucune trace écrite, il y a strictement rien du tout. Et auprès des magasins, bon, ben, le magasin, il voit, voilà, telle personne, et je sais même pas si ils ont, je suis même pas sûr qu'ils aient le nom de la personne. Hein. Et donc, c'est Anonyme. absolument intraçable, c'est D'accord. invisible. Et D'accord. donc, ils peuvent payer comme ça avec une carte bancaire d'énormes sommes et sans qu'il n'y ait aucune trace nulle part. Ils sont simplement informés de l'état de leur compte, mais généralement, ils sont bien approvisionnés. Donc oui, on est dans le mensonge, on est dans la corruption, on est dans la vénalité, là. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus horrible, hein, c'est cette corruption médicale, pharmaceutique, qui révèle finalement la cupidité de beaucoup de médecins. Mm. Moi, je veux dire, les raisons de cette cupidité ne m'intéressent pas, mais c'est quelque chose qui est abject, étant donné que ça a des conséquences sur la santé publique, Mm. puisqu'ils ont distillé le discours, la propagande du gouvernement, qui était contraire à l'intérêt de la population, l'intérêt sanitaire de la population. Je le répète, des gens ont été privés de soins, des gens sont passés en Covid prolongé,
Et puis, à l'hôpital, on a mal soigné les gens, puisque les produits vraiment efficaces, les molécules anciennes étaient interdites. Et puis par ailleurs, dans les services de réanimation, on a fait des intubations, on a fait des ventilations invasives avec intubation trachéale, alors qu'on sait pertinemment que c'est contre-indiqué dans les formes graves de la Covid. Il aurait fallu faire des ventilations non invasives. En plus, je Bon, crois bon, que suite à tes intubations, on met au moins 6 mois, un an à être éduqué, à s'en remettre, c'est ça? Même quand alors déjà, bon, l'intubation trachéale laisse en effet, alors quand on parle de séquelles en médecine, c'est quelque chose qui est figé, qui ne s'améliore plus. Mais ça donne des complications qui vont nécessiter pour, récupérer une longue réadaptation, des soins de médecine physique, oui, ça peut mettre 6 mois effectivement. Cette intubation trachéale est elle est vulnérante. Elle est traumatisante, hein, c'est certain. Elle fait des dégâts dans le corps et puis parfois elle entraîne le décès parce que, on est obligé d'administrer des drogues très puissantes pour que les gens se laissent ventiler et cet état de coma artificiel finalement induit, ne permet plus de surveiller correctement les gens puisqu'ils n'ont plus de vie de relation et ça se traduit par des infections, hospitalières, hein, des infections, liées aux soins et puis par des complications vasculaires. Enfin, c'est quelque chose de très violent. Alors qu'avec la ventilation non invasive, si on avait accepté de donner des médicaments efficaces tels que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine et de l'oxygène, eh bien, on aurait pu probablement, soigner beaucoup de gens, éviter le décès. Et puis, il y a eu aussi le scandale du Rivotril, c'est-à-dire le clonazepam, dans les maisons de retraite, dans d'autres pays, ça a été le midazolam, c'est-à-dire l'hypnovel. Ce sont des benzodiazépines qui sont des molécules très dépressives respiratoires, donc qui en cas d'insuffisance respiratoire aiguë liée à une infection, aggravent la situation et précipitent l'évolution vers le décès. Bon, donc tout ceci, ça a été vraiment du mensonge partout, mensonge d'État, mensonge au gouvernement, mensonge véhiculé par les médias, répété tous les jours. On a exagéré le nombre de décès, on a fait tout pour affoler la population. Donc c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Et donc j'en viens à une affaire récente. Je suis actif sur Twitter parce que j'estime que, comme vous le dites, je reste debout. Oui, je me battrai jusqu'au bout, tout le temps que je pourrai. Et mon combat, bah, ça consiste plus à faire davantage de la réinformation sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller manifester dans les rues. Déjà, d'aller manifester, bon, bah, je sais que je suis ciblé, hein, je fais partie de la liste noire. Donc, il faut que je fasse attention en allant manifester. Je pense que je suis le plus efficace en étant actif sur les réseaux sociaux. Et étant donné qu'aujourd'hui, la vérité commence à se répandre, à exploser un peu partout, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Suisse, en Italie, mais très peu en France. Et beaucoup de gens qui ont été aux manettes à l'époque de la Covid, je veux parler des premiers ministres, des ministres de la Santé, du président du conseil scientifique, Jean-Louis Delfraissy, des membres du conseil scientifique, etc. Et beaucoup de gens, bon, essayent de se dédouaner actuellement en disant, bon, alors, pour le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran, il est neurologue. Alors, il dit, oui, moi, je suis neurologue, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas microbiologiste. J'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai pris en compte les recommandations du conseil scientifique. Le conseil scientifique dirigé par Jean-Louis Delfraissy, qui est immunologiste, dit oui, mais à l'époque, on ne savait pas tout, on n'avait pas tous les éléments, on avait beaucoup de choses à apprendre. Donc, ça explique beaucoup de choses. On a hésité, on a essayé de faire pour le mieux. Agnès Buzyn qui se met à pleurer en disant moi j'ai agi pour le mieux, alors qu'en fait elle a rendu l'hydroxychloroquine à prescription obligatoire pour tout simplement empêcher au maximum les médecins d'en prescrire et les patients d'en avoir. Donc tout ceci
est cousu de fil blanc. Il y a un projet manifeste derrière tout ça. Et donc, j'ai recherché un visuel sur Internet pour signifier à tous les gens qui ont été des décideurs et des relayeurs d'informations sur les plateaux de télévision, notamment ce qu'on a appelé les gens de plateau, Oui. médecins de Vous avez plateau et d'ailleurs un autres. souci actuellement, effectivement, avec un médecin de plateau. C'est ce C'est dont vous ça, avez voilà. le Et visuel. j'ai recherché un visuel pour leur indiquer, mais sans préciser à qui ça s'adressait. C'est à tous les décideurs en général, mais aussi les journalistes, tous ceux qui ont commenté, pour Pour vous, leur c'est indiquer symbolique. que En fait, c'est symbolique et historique. oui, mais je voulais surtout leur indiquer qu'ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient ignorants, qu'ils n'étaient pas compétents, etc. Et j'ai trouvé un visuel que je vais vous montrer. Donc, alors, je vais aller le chercher. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est un visuel. Euh, Est-ce que c'est un dessin humoristique, un peu, non, c'est pas du tout humoristique. pas du tout. C'est alors partage d'écran. Je ne Donc, vois c'est pas un pas. dessin dans l'état d'esprit de Ah si, Charlie voilà, ça y Hebdo, est, ça y est, par ça exemple. y est. Ah, il faut que vous activiez le partage d'écran. Parce que là, Alors, vous me l'avez interdit. je suis pour le partage. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc Alors, vous avez quelque chose certainement en bas, autoriser le partage d'écran. je vais le trouver. Alors, Bon sinon, je vais attends, faire je vais ça. le trouver, même si je dois. Attendez. Moi je n'ai pas la main en tout cas, oui. D'accord. Partager l'écran. Oui, c'est possible. Mais ça c'est pour vous. Et vous, il faut que vous Bon, m'autorisiez. Voilà, ça y est, maintenant, c'est bon, ça y est, c'est passé. super. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc voyez ce visuel. Alors j'en ai masqué une partie, vous allez comprendre pourquoi. Donc ils ne sont pas fous, hein, parce que là on ne savait pas, en Oui. principe on ne nomme pas des fous à la tête d'un ministère ou à la tête du gouvernement ou à la tête d'un conseil scientifique ou comme membre du conseil scientifique. Ils ne sont pas inexpérimentés, on nomme des gens expérimentés. Donc tous ces médecins sont des médecins aguerris, qui ont des années d'expérience et qui savent quand même de quoi ils parlent. Ou alors, dans ce cas-là, ils s'abstiennent ou ils ne sont pas incompétents et donc ce visuel dit ils sont coupables. Alors la signature de ce visuel, qui ne vient pas de moi, hein, c'est un infographiste, je l'ai trouvé sur Internet, on a du mal de lire, mais ce qu'on voit en bas à droite, c'est une sorte de logo et on peut lire 100% jaune ou jaune, je ne sais pas, c'est très difficile à lire. 100% jaune, je pense que 100% jaune parce que les lettres sont jaunes, c'est tout simplement. Voilà. Et vous remarquerez que ce visuel ne comporte aucun nom de profession, hein, ni médecin, ni pharmacien, ni journaliste, ni une autre profession. Il ne comporte bien sûr aucun nom. Donc j'ai publié ce visuel sans y ajouter de texte. Voilà. Mais là, j'ai caché quelque chose du visuel qui va apparaître maintenant, j'espère, si j'arrive. Voilà. Donc, malheureusement, bon, sur ce visuel, on voit un couperet. On a un couperet. Je reconnais que c'est pas très heureux. Ça a été le choix de l'infographiste. En fait, ce couperet, il est là pour symboliser la justice. Et habituellement, pour symboliser la justice, on prend parfois une balance. C'est quand même plus doux. On prend parfois un maillet de juge. On prend parfois un dessin ou une photo de salle d'audience, hein, de prétoire. Parfois, on montre des menottes. Parfois, on montre carrément des barreaux de prison. Ici, l'infographiste a choisi ce couperet d'échafaud. Bon, je rappellerai quand même que la peine de mort est abolie déjà en France depuis les années Mitterrand, donc c'est quelque chose d'ancien. Il est certain que cette lame, ce couperet, cette lame d'échafaud, est un peu violente. Ça a été le choix de l'infographiste. Moi, j'ai trouvé que ça, donc j'ai pris cela. Je reconnais que vraiment le choix de l'infographiste n'est pas heureux. C'est excessif, c'est déplacé. Et je comprends tout à fait que ça puisse heurter des personnes. Voilà.
Mais c'est ça, cette photo de Couperay est là uniquement pour symboliser la justice pénale, hein. De toute façon, ce sont les juges qui prononcent la culpabilité. Ce que je peux dire en tant que médecin, c'est qu'il y a une faute, hein, ils ont été fautifs de dire des choses fausses qui ont eu des conséquences vraiment très préjudiciables pour la santé publique, et à la fois en termes de maladie, mais aussi de mortalité, parce que des gens en sont morts. Voilà. Donc j'ai publié ce visuel sur Twitter sans aucun commentaire, hein, sans aucun commentaire. Bon. Et puis j'ai un confrère qui a réagi très violemment. Mhm. Voilà sa réaction. Donc c'est le docteur Jérôme Marty. Alors, le docteur Jérôme Marty, bon, je ne l'ai jamais rencontré, ce médecin. C'est un médecin omnipraticien qui exerce en libéral, tout près de Toulouse, hein. Il a un cabinet. Et il est assez connu parce qu'il est président d'un syndicat. Ce syndicat a été créé en 2017. C'est le syndicat qui s'appelle UFML. C'est à la fin ici, voilà. C'est-à-dire l'Union française pour une médecine libérale, pour une médecine libre, pardon, libre, c'est tout à fait différent. Alors une médecine libre, moi, ça me parle, parce qu'une médecine libre, ça veut dire une médecine sans contrainte. Or, justement, j'ai été condamné par l'Ordre des médecins parce que j'ai fait des prescriptions qui n'étaient pas conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et donc, j'aurais aimé, moi, pouvoir exercer une médecine sans contrainte. Et j'ai été victime de contraintes. Alors, justement, le docteur Marty, qui est pour une médecine libre, il devrait plutôt me défendre plutôt que de m'accuser. Alors, voilà ce qu'il me met, vous pouvez lire. On va arrêter les conneries. Alors, conneries, bon, moi, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Ex-confrère, hein. Il fait allusion au fait que j'ai été radié. Mais j'ai été radié pour des raisons scandaleuses qui ne sont pas justifiées. Alors, habituellement, de la part de confrères, on attend plutôt une confraternité, et ça fait partie du code de déontologie médicale. Ce sont des devoirs des médecins entre eux, hein. C'est notre Bible juridique, finalement, c'est le code de déontologie médicale. Et il est bien précisé qu'entre eux, les médecins doivent avoir des relations confraternelles, se soutenir, et non pas se torpiller ou s'enfoncer. Donc, ex-confrère, merci, c'est très gentil, tu. Alors, il me tutoie. Moi, je ne tutoie pas les gens qui ne m'ont pas autorisé à le tutoyer. Tu ne penses quand même pas, alors on a du mal de lire là, c'est que, parce que tu ne penses quand même pas que nous allons Si, te, donc il confirme le tutoiement, te laisser appeler à la mort de médecin. Voilà. Donc il m'accuse, d'après ce visuel, d'appeler à la mort de médecin. Alors que ce visuel ne parle pas de médecin, il ne donne aucun nom, et que la lame de Couperay est là simplement pour symboliser la justice. C'est tout. en fait, il s'est Hein. senti visé, puisqu'effectivement, quand vous dites ils sont Ah coupables, oui, on ne sait pas, on peut mettre il, on peut mettre qui on veut derrière ce il. c'est ça en fait. Il s'est senti visé parce que ce confrère-là, moi je l'appelle un confrère, je ne l'appelle pas un ex-confrère, ce confrère, le docteur Jérôme Marty, il est largement passé sur des plateaux de télévisuels. On me l'a dit, moi je ne regarde pas la télévision, mais ça m'a été rapporté. Et j'ai regardé ses interventions en différé, certaines, et il véhiculait tout simplement la propagande du gouvernement, il véhiculait toutes les informations fausses. Et il a même soutenu d'une façon insistante les injections, et il a fait une erreur épidémiologique importante, c'est-à-dire qu'il a assimilé 30 personnes, enfin 30 personnes ayant été injectées et surveillées pendant un jour à une seule personne qui aurait été surveillée pendant 30 jours. C'est les fameuses années de recul. Oui, c'est ça. Donc, il a fait une erreur épidémiologique, hein. Surveiller 30 personnes pendant un jour n'est pas la même chose que surveiller une seule personne pendant 30 jours. Voilà. Donc, son raisonnement est faux. Il est simpliste et il est faux. Et puis, alors, il continue. Je t'explique, docteur Stéphane Gaillet, nous allons mobiliser la justice. Donc, Hélas. il me menace de poursuites judiciaires afin que prime ne soit pas donnée, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas la violence. Donc, voilà, il m'accuse de violence, hein, de l'obscurantisme. Alors, ce que je fais, c'est le contraire de l'obscurantisme,
puisque l'obscurantisme, bon, ça date du siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, et on a assisté à un grand développement de la littérature, mais aussi de la science et donc des technologies subséquentes. Et donc, ce développement considérable des sciences et des technologies ont ouvert beaucoup de possibilités, mais les gens partisans de l'obscurantisme, c'était des gens qui souhaitaient réserver les connaissances scientifiques à une élite et à laisser le reste de la population dans l'obscurité. C'est le principe de l'obscurantisme. Donc les obscurantistes, ce sont des gens qui souhaitent cacher les vérités scientifiques pour que la population les ignore et qu'on puisse les manipuler. Et moi, c'est le contraire de l'obscurantisme ce que j'ai fait, puisqu'au contraire, je réhabilite la vérité alors que le gouvernement, c'est lui qui a fait preuve d'obscurantisme, c'est-à-dire introduire des mensonges, des contre-vérités et maintenir les gens dans la méconnaissance de la vérité, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Donc c'est exactement le contraire. Et puis à très vite, donc il me signifie par là qu'il il va bientôt m'attaquer sur le plan judiciaire. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc c'est très violent, il se sent manifestement visé, alors que moi j'ai jamais eu de rapport avec lui, je n'ai pas donné son nom. Donc je m'insurge contre ça, j'ai contacté un conseil, un avocat avec lequel je dois m'entretenir cet après-midi, mais c'est d'une violence extrême. Et de toute façon, depuis que j'ai été radié et depuis que je suis... Alors, avant d'être radié, j'étais très présent sur les plateaux de télévision, mais pour réhabiliter la vérité. Et puis, à un moment donné, j'ai été coupé sur BFM TV quand j'ai dit que les injections étaient vraiment pas efficaces. Et depuis, j'ai été mis sur la liste noire, on m'a plus jamais réinvité. J'ai toujours contribué à faire de la réinformation et on m'a souvent invité sur Sud Radio avec une captation vidéo, mais aussi sur d'autres chaînes de télévision, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà l'affaire qui m'occupe. Je vais donc maintenant arrêter arrêter le partage d'écran. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est donc... Donc là, vous allez avoir un conseil. Lui-même, d'ailleurs, je voulais vous demander, est-il attaqué en justice parce qu'il a dit beaucoup de contre-vérités? Il n'est pas inquiété du tout? Le docteur Marty, si, oui, oui, Oui. il y a beaucoup de gens qui l'attaquent en justice, oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas vous révéler les personnes qui l'attaquent, mais j'en ai discuté. Oui, oui, ben, beaucoup de gens se plaignent de lui parce il a énormément menti. Il a confirmé, enfin, confirmé ce que disait le gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun médicament efficace. Donc, il a vraiment été le porte-parole de la propagande gouvernementale, à la fois pour les médicaments, soi-disant inefficaces, et à la fois pour les injections, soi-disant efficaces, et avec peu d'effets secondaires. Donc, il a dit qu'il y avait une efficacité, alors qu'on sait que ces injections aujourd'hui ne protègent pas véritablement. Et puis, il a énormément minimisé les effets secondaires, parfois graves, voire gravissimes, de ces injections présentées comme des vaccins. Donc oui, il se sent visé. Moi, je ne Et vais il pas... se dit que la meilleure défense, c'est l'attaque, le classique. Imagine. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude parce que je me fais souvent attaquer, mais comme ça aussi frontalement, puis avec une menace de poursuite judiciaire, là, c'est la première fois. C'est quand même... alors, il m'accuse de violence. Je reconnais que le choix du couperet n'est pas heureux, mais j'ai trouvé cette illustration. Mais c'est lui qui est très violent. Il m'accuse d'obscurantiste, alors que c'est lui qui est obscurantiste. Donc c'est une inversion accusatoire. Hein, les juristes parlent d'inversion accusatoire, mais c'est fréquent pour essayer de neutraliser les gens qui cherchent à promouvoir la vérité. C'est ce que je fais. Donc voilà ma situation et je tiens à en parler parce que les auditeurs, les spectateurs pourront se faire une idée, je pense. Hein. J'ai dit les choses comme elles étaient, tout simplement. Voilà Nous allons ce suivre que je ça de voulais vous près. dire. Et votre actualité professionnelle actuellement, quelle Ah ben, est-elle? mon actualité professionnelle, c'est que je ne peux toujours pas exercer. Alors, je suis harcelé tous les jours ou presque par des patients qui me disent: «Vous m'avez laissé tomber,
on n'a plus personne pour nous soigner, ben, je suis vraiment affolé, mais je ne peux plus exercer. Et alors Mhm. c'est très difficile pour moi, bien entendu. Surtout que pour moi, c'est la médecine passion, c'est pas la médecine lucrative. C'est vraiment, moi, j'ai toujours aimé soigner des gens, et puis quand on voit des résultats en plus, bah, c'est gratifiant parce qu'on on se rend compte qu'on est utile finalement. C'est ça qui est magnifique en médecine, c'est de se rendre compte qu'on a rendu service aux gens, qu'on a amélioré leur santé, alors que d'autres médecins avaient abandonné, avaient décliné finalement, décliné l'appel parce que en matière de Covid, ils ne voulaient pas s'exposer comme je l'ai fait. Je me suis exposé, j'ai été dénoncé, j'ai été entendu et puis j'ai été condamné. Voilà. Donc mon actualité, c'est exactement, bah, je ne peux toujours pas exercer. C'est très difficile parce que j'ai interjeté appel, mon interjection appel a été rejetée. Alors pour une raison de délai, ça c'est encore scandaleux parce que j'ai tenu compte du délai que m'avait indiqué la greffière en chef de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire de deuxième instance, alors que j'avais tenu compte du délai qui m'avait été indiqué, a dit qu'il rejetait mon interjection appel au motif que mon dossier n'était pas parvenu en temps utile. Voilà. Donc, j'ai vraiment tout contre moi. Je vis ça comme une espèce d'acharnement. Je conçois que je dérange, c'est évident, Mhm. puisque je contrecarre les plans, le plan qui était qui avait été préparé et qui était en cours de déclinaison, évidemment. Mais je ne vais pas changer pour autant, parce que ce qui Liberté n'est m'intéresse, pas, moi, c'est... votre liberté n'est pas à vendre. Et vous dites d'ailleurs que le niveau de vie, quand on n'exerce plus, il Ah bah change oui, bon, drastiquement. heureusement, mon épouse travaille, j'ai une famille qui m'aide, c'était très, très difficile. J'étais 8 mois sans rien percevoir du tout. Parce Mhm. qu'en plus, bon, j'avais été suspendu du CHU. Enfin, c'est épouvantable. Alors oui, ma suspension du CHU, la loi inique du 5 août 2021 prévoyait qu'on puisse produire un certificat de bon rétablissement de la Covid. Or, j'ai eu la Covid. Je l'ai eu 2 fois, en mars 2020 et en avril 2021. Avril 2021, c'est une forme beaucoup plus atténuée parce que j'étais immunisé par l'infection de mars 2020. Et donc, j'ai fait doser mes anticorps anti-SARS-CoV-2 et j'avais un taux d'anticorps, une concentration en anticorps très protectrice dans le sang. Donc, j'ai envoyé ce dosage quantitatif des anticorps par méthode ELISA, montrant que j'étais très bien protégé contre la COVID grâce à mon infection. Et puis par ailleurs, en tant que médecin, je suis infectiologue et hygiéniste, je suis clinicien, donc en tant que médecin et clinicien, j'étais quand même capable de produire un certificat de bon rétablissement. Donc, je n'ai pas besoin de voir un autre médecin pour cela. Et donc, je me suis fait un certificat de bon rétablissement. Un médecin ne peut pas se faire un auto-certificat de coups et blessures ou d'aptitude au sport ou au pilotage d'aéronefs. Mais un médecin, surtout clinicien, infectiologue, est capable de se faire un auto-certificat de bon rétablissement d'une maladie infectieuse. Eh bien, figurez-vous que la directrice adjointe des affaires médicales du CHU de Strasbourg a décidé qu'elle rejetait mon certificat qui n'était pas valable et donc m'a suspendu de rechef. Voilà. Donc vraiment, j'ai eu ce qu'on peut dire familièrement la totale. Oui, Voilà. un acharnement. Suspendu, radié, et puis alors conspué par la presse, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace, le quotidien du médecin, le quotidien du pharmacien, vraiment même dans le monde, enfin j'ai été conspué partout. C'est affreux, c'est très très pénible à vivre, surtout dans les dernières nouvelles d'Alsace. Parce qu'ensuite, j'osais à peine sortir, les gens me regardaient de travers. C'est vraiment, c'est pénible. Et puis évidemment, les journalistes, ils aiment bien faire des articles à charge. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté tout ce qui est en ma faveur et ils exagèrent un peu sur tout ce qui peut conduire à me dévaloriser. Et on a finalement des articles qui sont plutôt des articles pamphlétaires et quand même assez calomnieux et surtout diffamatoires parce qu'ils nuisent à ma réputation. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai décidé de me battre, de, De rester debout. de Et pardon. rester debout. Je dis, vous avez décidé de rester debout.
je reste debout et je donne autant d'interviews que possible. J'écris, des messages sur Twitter, sur Facebook. Je donne des conférences, au maximum parce qu'il faut que les gens soient informés de ce qui se passe. C'est Très pas bien. tellement pour moi, mais c'est pour cette situation d'oppression que l'on vit, de Absolument. tyrannie sanitaire. Le premier qui dit la vérité, il doit être Il doit exécuté, être exécuté, oui, c'est ce que pas se laisser chantait Guy exécuter. Béard. Oui, c'est ce Absolument. que chantait Guy Béard, Le grand oui. Guy Béard. Nous prendrons de vos nouvelles très prochainement et nous sommes avec vous. Un grand merci, Merci. Merci docteur, Stéphanie. docteur Gaillet. Merci à vous. Merci beaucoup.